Comment ça va, Conscient? Écoute, ça va, très bien, et toi? Ouais, nickel, on est à Melbourne, hein, franchement, même s'il pleut viotte aujourd'hui. Quel kiff d'être là, c'est ton combienième Grand Chelem en tableau? En tableau, c'est mon 5e, j'ai fait mon premier l'année dernière ici. Ok, on avait fait un épisode de podcast assez complet pendant le Covid. Si vous ne l'avez pas écouté et que vous voulez avoir l'histoire de Constant depuis son plus jeune âge, je vous invite évidemment à le faire. Depuis, il y a pas mal de choses qui se sont passées, tu as cassé la barrière du top 100, tu Ouais. t'es installé un peu dans ce milieu-là, parmi les meilleurs. Par où commencer Est-ce que tu peux nous dire du coup comme ça spontanément ce que tu sens qui a le plus évolué du coup peut-être pour avoir fait le gap entre 200 et top 100 quoi. Ouais, ce qui a évolué, c'est, je le dis souvent, c'est la connaissance de soi. En fait, j'ai appris à me connaître et surtout à me rendre compte que j'étais un bon joueur de tennis. J'avais du mal à m'en rendre compte, je me mettais tout le temps en dessous des autres. Et le fait d'avoir gagné quelques challengers, j'ai compris quelques schémas de jeu qui marchaient bien. Et je me suis rendu compte que ouais, j'avais ma place dans ce top 100. Donc après, c'est qu'une histoire de confiance et de saisir les bonnes opportunités pour gagner les tournois au bon moment et pouvoir monter dans le top 100. Et puis une fois qu'on y est, c'est aussi très dur d'y rester parce qu'on passe sur la catégorie des ATP. Donc forcément, on joue des joueurs un petit peu plus forts d'entrée. Pas de match de mise en jambe, donc voilà, mais moi je kiffe à fond. Énorme. Tu parles d'opportunités, tu en as une belle là, qui nous réunit pour cette interview, c'est d'avoir rejoint la Team Extia montée par Arnaud Frey. Donc cette interview s'inscrit dans une série de 5 avec Arthur Hinderknecht, Terence Atman, aide-moi, Hugo Nice et Nico Mahut. Et Nico Mahut. Ouais. Voilà. Et tu nous expliqueras du coup à la fin comment vous avez connecté et ce que ça t'apporte. Meilleur souvenir peut-être pour revenir sur l'Open d'Australie à Melbourne. Est-ce que déjà tu avais joué les juniors ici ou pas? Non, j'ai jamais joué les juniors. Ah bah, comme ça c'est réglé. Voilà. J'aurais pu réviser mes fiches moi aussi. Et je sais pas, meilleur moment, que ce soit dans l'enceinte du tournoi ou en dehors, la vibe et tout. Est-ce que tu peux nous faire voyager un peu? Ici à Melbourne? Ouais. Bah forcément, c'est l'année dernière où j'ai gagné mon seul et unique match dans le tableau d'un Grand Chelem. Donc C'était contre qui déjà? c'était contre Thiago Montero. J'avais gagné en 3-7. Et Arnaud était là d'ailleurs, donc il s'en souvient. J'étais un peu blessé au pectoraux, je servais des poussettes à 130 et du coup j'étais hyper relâché et j'avais super bien joué du fond du court. Donc forcément une victoire au meilleur des 5-7, c'était dingue pour moi. Mais tu avais claqué une bonne série avant, non? T'étais arrivé en confiance? J'avais fait demi à Auckland, j'avais fait WO en demi 2 jours avant parce que j'avais une petite déchirure au pectoraux contre Richard. Donc j'étais arrivé là un peu, c'est pas savoir si j'allais pouvoir jouer, mais au final, du fond du court, j'étais hyper bien. C'était incroyable. Et puis je me souviens, j'étais venu voir ce match aussi et je me souviens être allé boire des bières avec le statisticien Fabs Barreau pour ton deuxième tour. Et à minuit et demi, me dire putain, ils mènent 2-7-1 ou tu menais balles de 2-7-0 contre Nori. Me dire c'est pas possible, je rentre pas, je vais le voir. Il y avait une ambiance de dingue. Raconte-nous ce match qui était contre Cameroun, qui était 11, je crois, l'année dernière à cette époque-là. Ouais, il était 11e et non, je mène 5-2 au 3e, on était 1-7 partout. Ouais. Donc je sers pour le 7 à 5-3. Il fait un bon jeu, je perds au tie-break. Et puis là, je me souviens d'avoir un petit creux physique au début du 4e. Je me suis dit merde, je perds 2-7-1, il faut que j'en gagne 2. Et j'avais un peu dans la tête, je trouvais un peu baissé en termes d'intensité, alors que lui, c'était tout plat, tout le temps pareil. Et du coup, ça m'a montré un peu à quel point le mec était solide mentalement, alors que moi, c'était plus des pics. J'avais des moments de fulgurance, mais bonne expérience forcément, mais j'avais rien à lui envier tennistiquement. C'était jouable, c'est juste qu'il a été meilleur que moi mentalement et physiquement. Est-ce que tu t'es trouvé particulièrement dans la zone à ce moment-là, ce fameux état mental assez rare où on réussit quand même pas mal de trucs? Tu as été surnommé le chat. Et là, clairement, t'envoyais des amortis comme jamais, t'étais relâché, même si tu servais à 130, c'était un régal à regarder. Comment tu te sentais, toi? Ouais, en fait, j'ai essayé de hold-upper Cameron, quoi, de faire un peu n'importe quoi, de faire des services QR, des amortis, des lobes, des slices, des balles à 2 nœuds
pour le rendre un peu fou, enfin de le sortir de sa filière. Lui, il adore s'appuyer sur les balles, donc quand il n'y a pas de rythme, il aimait pas trop. Donc, Les balles à 2 nœuds, je connaissais pas l'expression par contre. ouais, vitesse de nœud, ça veut dire que ça avance pas. C'est des balles mortes, des feuilles mortes, quoi. Un marin quoi. Ouais, un marin peut-être. Mais ouais, donc j'avais essayé de jouer différemment de ce que les joueurs lui proposent en général. De toute façon, c'est un petit peu mon jeu aussi, mais ça l'avait bien embêté. Tu t'entraînes où maintenant là? Là, je m'entraîne depuis 3 ans à la French Touch Academy au Cap d'Agde. Ouais. Et c'était quoi le move? Pourquoi aller là-bas? Et tu sens que ça t'apporte quoi? Bah là-bas, c'est Charles Offray qui a monté l'académie et que je connais très bien. Donc j'aime beaucoup Charles, donc je lui faisais confiance sur la structure et les entraînements. Donc j'y suis allé là-bas un peu en test, mais ça m'a plu direct. J'ai bien matché avec le coach physique de là-bas, Thomas. Et puis ensuite Yannick est arrivé dans l'académie, Jankovic. Donc ça s'est bien passé. Et puis maintenant il y a Titouan Broguet, que vous connaissez aussi. Donc voilà, ça fait un bon entourage pour s'entraîner. Il y a toi, Titouan et Maxence Boger aussi. Ouais, il y a Maxence Boger et puis il y a quelques joueurs dans le top 1000 aussi. Et en fait, ma question c'est, tu es dans une structure assez jeune là-bas. Toi, tu as fait une pointe top 100 l'année dernière et tu disais que tu avais eu un petit moment pour apprendre à mieux te connaître et comprendre que tu fais partie des meilleurs joueurs du monde. Et là-bas, tu es un peu la figure de proue de l'académie. Tu es sur le devant. Voilà, on dit il y a qui à la French Touch? Il y a Constant devant, il y a Titouan derrière. Comment est-ce que tu arrives à du coup de plus en plus te dire ok, j'y suis quoi en fait? Enfin, comment tu vis avec ça quoi? Ouais, c'est vrai que pour les jeunes, je me considère un peu comme un exemple. J'essaie de leur montrer des choses positives, notamment à Titouan qui va me dépasser dans pas longtemps, j'en suis sûr, parce qu'il a beaucoup plus de potentiel que moi. Pourquoi tu trouves ça? Bah, il a tout, il est fougueux, il a un tennis de dingue et c'est juste là, voilà, il l'a déjà montré, mais pour l'instant il est encore un peu dans l'apprentissage, mais je suis sûr qu'il va exploser bientôt. Donc moi j'essaie un peu de lui tirer la barque jusqu'à ce que je puisse plus et puis après je serais hyper heureux de voir ce mec exploser. Vraiment, je lui fais un clin d'œil, j'adore ce mec. Énorme, on a fait une interview ici, il me disait que depuis l'US c'était dur pour lui de se refixer des objectifs, il était un peu dans le trou. Bah, évidemment, on lui souhaite de nous refaire vivre des émotions comme contre Musetti à l'US Open. Et c'est marrant, quand tu parles, on a l'impression que tu es en bout de piste déjà. T'as quel âge et dis-nous où t'en es. Parce que bon, mec, t'as de belles années à vivre, non? Je sais pas. Ouais, j'ai 31 et demi, donc c'est jeune maintenant dans le tennis, hein, on l'a vu, hein, il y a plein de joueurs qui jouent jusqu'à longtemps. Mais quand je vois les joueurs qui ont 22 ans, et je suis un peu jaloux, quoi, tu vois. Je me dis, putain, les mecs, ils ont 12-13 ans de carrière devant eux. Donc non, je suis pas du tout en bout de piste. Moi aussi, je commence ma carrière, là, je l'ai commencé il y a un an. Donc je vais profiter à max, mais il y a de la relève et les mecs, j'ai envie de les voir faire mieux que moi. Et physiquement, tu te sens comment? Physiquement, je me sens très bien, je me sens frais. J'ai pas joué, j'ai joué tard moi, donc puis j'ai jamais fait de de grosses contraintes physiques comme tu vois de la muscu jeune, des trucs comme ça. Donc je sens que j'ai un corps qui est quand même relativement frais. Donc tu disais 5e tableau en Grand Chelem, il y a un gap quand même entre là on sort des qualifs, les mecs qui jouent des matchs au meilleur des 3 manches et le fait de passer après au meilleur des 5 manches. Est-ce que tu sens que tu es arrivé, toi, de ce point de vue-là, mentalement, sur la gestion d'un match en 5-7? Est-ce que tu sens que ton corps il est habitué, ton mental est habitué et que tu as les ressources nécessaires pour vraiment tenir? L'année dernière, tu disais encore contre Norris, c'était en dents de scie. Là, tu te sens comment maintenant? Bah là, j'espère, je pense le Grand Chelem où je me sens le mieux le mieux préparé. Okay. On n'est pas entraîné l'année pour jouer des matchs comme ça, mais c'est des matchs qu'il faut aller chercher avec la tête. En fait, moi, j'essaie de percevoir le match un peu, de me dire, j'essaie de mener 2-7 à 0 ou 2-7 à 1 ou égaliser à 2-7 partout. Et après, le dernier set, c'est vraiment, faut être prêt à se mettre dans le dur. De toute façon, quand on voit ce qu'il y a à gagner, l'enjeu, le plaisir que ça peut procurer,
Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont du mal à faire l'effort d'aller chercher ce dernier set. Donc voilà, il faut se dire c'est un match normal où il y a 1 ou 2 sets en plus à aller chercher avec la tête. Donc ça fait une saison plus ou moins pleine où voilà, tu es parmi les 100 plus ou moins. T'as eu quoi? T'as eu un petit pépin physique l'année dernière, non? Qui t'a un peu stoppé? Ouais, je suis monté top 50 en février. Et puis après, j'ai eu T'étais combien au mieux? 48. C'est incroyable, t'as claqué la barre du top 50. Ouais, celle-là, elle fait plaisir. Et puis après, ouais, j'ai eu 6 premiers mois de l'année très compliqués. J'ai eu une blessure au mollet qui est revenue 3 fois. Donc, j'ai pas gagné de match entre février et le mois d'août. J'ai gagné un match. Et t'as bien rejoué après fin d'année, hein? Voilà, et après, en fin d'année, j'ai gagné 3 challengers qui m'ont permis de revenir dans le top 100. Donc, c'était bien. Ouais. C'est propre. Et ça dénote aussi la longueur d'une saison où tu peux, je sais pas comment toi tu le vis ou tu le perçois, mais j'ai l'impression que tu peux presque te permettre d'avoir des trous d'air à droite à gauche parce qu'elle est tellement longue qu'à un moment donné, il y a un peu de place qui se crée. Ouais, en fait, c'est très simple. Une saison, quand tu regardes un joueur, sa saison va jouer sur 5-6 résultats. Si tu arrives à faire péter 3-4 gros résultats, tu te mets bien. Il y a très peu de joueurs, à part les plus forts, qui vont être complètement réguliers l'année. Ouais, il y a possibilité. Après, si on peut jouer toute l'année à fond et qu'on a le niveau, il y a forcément des moments où tu vas avoir des ouvertures, tu vas avoir des adversaires en face qui sont un peu moins en forme, donc tu vas saisir l'opportunité. Et si tu joues que la moitié de l'année, c'est à toi d'être encore plus fort parce que tu auras moins de fenêtres pour faire péter. Et en ayant fait claquer la barre du top 50 et en t'étant un peu installé dans ce milieu-là, est-ce que tu gagnes bien ta vie particulièrement? Est-ce que faut rester vigilant? C'est quoi l'envers du décor? Non, faut rester vigilant. Forcément, j'ai fait ma meilleure année l'année dernière en termes de prize money, mais j'ai investi beaucoup plus. Donc, T'as combien de prize par exemple sur une année comme l'année dernière? je sais pas du tout parce qu'ils affichent le brut, donc ça correspond pas du tout. Mais je dirais dans les 400, 500, 1000. Brut? Je sais pas, brut, je pense. Ouais, Ok. je sais pas. Et la saison te coûte 100 à peu près? Non, ça coûte beaucoup plus. Elle te coûte plus Ah cher, ouais, ok. ça coûte beaucoup plus. L'année dernière, comme il y avait des gros voyages, par exemple Dubaï, Indian Wells, des trucs comme ça, là, j'ai investi sur les billets d'avion en business. Donc, puis j'ai voyagé avec quelqu'un, donc forcément, ouais, les billets d'avion, en fait, depuis le Covid, ça a explosé. Avec quelqu'un ou avec ton coach? Avec quelqu'un. Non, ouais, Quelqu'un. coach et avec ma copine, ouais, D'accord. qui a un grand rôle dans ma carrière. Donc, voilà. Tu nous racontes. Et donc t'as raqué les billets quoi. Non, ouais, non, mais c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Mais ouais, une saison, ça coûte plus autour de 200 000 quand même, je dirais. Ça dépend en fait, les structures, c'est toujours pareil. Tu vois, je faisais une rapide interview avec Gauthier Onclin qui est soutenu par la Fédé belge en termes de structure d'entraînement. Et il me disait que du coup, il avait payé tous ses déplacements, tout ça, ça lui avait coûté 30, tu vois, sur l'année. Parce que derrière, il a la structure qui est prise en charge, quoi. Ouais, nous, moi, je suis aidé par personne, donc je paye tous mes trucs, mais je me plains pas du tout. C'est super, là, les prize money, c'est vraiment énorme, et puis ça fait qu'augmenter d'année en année. Donc là, les petits mecs là, qui ont 20 ans et tout ça, ils vont se régaler dans 10 ans, ça va être top. Est-ce que c'est une motivation particulière pour toi, l'argent, d'aller chercher, voilà, tu as 5, 6, 7 ans, peut-être même 8, 9, à engranger, mais aussi à vivre des émotions de dingue sur le court? Est-ce que forcément, ça donne envie de se sortir les doigts? Ouais, c'est sûr. Surtout que moi, là, c'est les premières années où je peux bien gagner, donc ça donne envie, forcément. Mais après, il y a le côté sportif qui est au-dessus, quoi. Je veux dire, par exemple, là, si je gagne mon premier tour, ça me fait 100 fois plus rêver d'être au deuxième tour de Melbourne que de gagner un chèque, même si c'est énorme. Mais voilà, les deux vont ensemble quand même. D'accord. Bon, raconte-nous les amours alors, si ta copine a un grand rôle et que c'est important aussi de lui rendre hommage à certains égards, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, ça fait 5 ans que je suis avec Léa et ouais, elle est très intelligente et elle a réussi à bien me cadrer sur tout ce qui est en dehors du terrain et même sur le terrain. Enfin, on n'a pas me cadrer de manière stricte ou machin, mais voilà, elle m'a aidé à me connaître moi-même, me donner confiance et
quand je joue les matchs, j'aime bien qu'elle soit là pour avoir son soutien. Énorme. Vous êtes rencontrés comment? Bah, ça, je vais le garder pour moi. Ah putain, on ne saura pas plus les gars. Et, et tu sens qu'elle, je sais pas, qu'elle t'apaise, qu'elle te donne confiance. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour avoir cette maturité? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Ouais, peut-être moi, il me manque un petit peu de maturité des fois, donc elle m'apporte ce côté-là. Et puis ouais, comme je disais, elle me connaît par cœur, donc elle sait un peu quoi me dire quand ça va pas ou quand ça va. Donc même moi, j'ai pas les ingrédients, c'est elle qui les a. Donc, C'est beau. Tu as fait une belle rencontre avec Arnaud Frey aussi du Team Exia du coup. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez connecté et qu'est-ce qui t'apporte au-delà du fait de te sponsoriser et de faire partie de cette team de 5 joueurs? ouais, alors ça, c'est aussi un truc qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a aidé, surtout au-delà du côté sponsor. Donc ça c'est en 2023. Hein. Ça, c'était début 2023. On a fait notre premier tournoi ensemble ici l'année dernière avec Arnaud. Ouais. Et en fait, Arnaud, ouais, c'est quelqu'un qui est parti de zéro et qui a créé une énorme boîte, Extia, avec beaucoup de salariés. Donc, Spécialisé dans quoi, tu sais? Ouais, dans le conseil digital en entreprise. Et donc il a réussi en fait à monter un truc énorme. Et donc moi en fait je lui ai donné directement la légitimité de tout ce qu'il pouvait me dire et m'apporter en conseil en dehors et sur le terrain. Donc un peu l'aspect mental. Donc, j'ai du mal à donner de la légitimité à des gens extérieurs à mon projet comme ça, mais même des préparateurs. Ouais, même des préparateurs. J'ai essayé beaucoup de préparateurs mentaux. J'ai eu beaucoup d'échecs. Enfin, pas d'échecs, mais ça n'a pas trop matché. Ouais. Mais voilà, Arnaud, j'aime bien parler avec lui du côté mental. Il est vraiment intelligent. Et du coup, ce côté-là, ça m'a vraiment... Je pensais pas du tout que Arnaud, ça allait être quelqu'un qui allait m'aider sur mon tennis mentalement. Mais en fait, j'adore parler avec lui et il a des bonnes réflexions. Donc... ça, c'est vraiment un côté très positif de Extia. Et du coup, quand on est même au port du top 100 ou dans les 100, un sponsor comme ça reste très moins à prendre parce que ça t'aide peut-être à financer une partie de ta saison et en plus, à côté, il peut t'aider d'un point de vue business, je sais pas. C'est quoi ta vision? Ouais, alors financièrement, forcément, ouais, ça aide. Ça paye pas mal de billets d'avion dans l'année, donc c'est super. Et puis surtout, il y a aussi, j'ai pas parlé, mais le côté post-carrière où ça peut être intéressant. Rencontrer quelqu'un comme Arnaud, ça peut ouvrir des portes après la carrière. Donc ouais, il y a plein de points positifs. Mais je pense que ça serait pas pareil que d'autres sponsors. Il y a d'autres sponsors qui vont faire un chèque et puis voilà, ils veulent juste avoir une visibilité sur le t-shirt ou machin. Mais Arnaud, c'est pas du tout ça. On sent qu'il est très proche du projet, il est passionné de tennis et il a vraiment profondément envie de nous voir réussir. On sent que ça le fait rêver d'être derrière nous et tout ça. Donc on est une équipe, il est avec nous, quoi. Donc c'est hyper motivant. Je me souviens, il me disait que tu étais allé jouer à Houston et qu'à ce moment-là, je crois que tu te déplaçais tout seul. Tu lui avais dit, tu veux pas venir avec moi? Donc ouais, vous avez l'air potes et proches et c'est cool de partager ça avec un sponsor sur le papier qui peut devenir un ami par la suite, voire un conseiller. Ouais, non, mais en plus, je repense, ouais, au début, quand on s'est rencontré avec Arnaud, il m'analysait un peu parce qu'il me connaissait pas trop et puis maintenant, après plus d'un an, il connaît bien ma personnalité et tout ça, donc on a vraiment plus de filtre ensemble et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Chaque joueur de tennis est vraiment à part. Chacun a sa personnalité, son approche, son rythme, sa vision des choses. Si tu devais décrire, toi, un joueur de tennis professionnel avec toutes ses complexités, tu dirais que ça ressemble à quoi? Parce que tu prends Arthur Hinderknecht, très différent de toi, qui est très différent d'Hugo Nys, qui est encore plus différent de Nico Mahut. Tu dirais que dans les grandes lignes, c'est quoi les caractéristiques à savoir apprivoiser quand on a envie de se rapprocher un peu de ce milieu, comme moi qui vous côtoie, tu vois, il y a des codes quand même. Tu dirais que c'est quoi, toi, les grands traits, quoi? C'est vrai qu'il y a des grands traits, mais après, il n'y a vraiment pas de règles. Hein. Quand on voit un Benoît Paire, qui vraiment, je le connais, d'ailleurs, je fais un clin d'œil, parce que c'est le mec le plus adorable en dehors du
du terrain. Mais il faut juste être sérieux, je pense, dans l'ensemble. Mais il faut savoir aussi décompresser pour mentalement être bien et tenir l'année, par exemple. Donc moi, voilà, je pense que les gens qui vont dire, écoute, faut être sérieux, pas manger un carré de chocolat, machin. Moi, je trouve ça un peu... mais chacun fait comme il veut, mais en fait, il faut être capable de jouer au tennis pendant 15 ans en étant heureux, en kiffant ça. Donc il faut trouver un juste milieu un peu dans tout. Par exemple, Rinder, voilà, lui, il est hyper pro, il fait tout le truc bien, mais il sait aussi à côté décompresser quand il faut. Mais par exemple, quand je le vois, Rinder en tournoi et tout, il est impressionnant. Il a des routines hyper précises et tout. Ouais, vraiment, donc j'essaie aussi de prendre exemple sur des mecs comme ça. Et puis chacun faire un peu comme il veut, mixer entre le relâchement, le sérieux. Non, bah Hugonis, lui, c'est le vieux français qui boit son café avec sa baguette de pain et son journal le matin. Voilà, C'est énorme. Ouais, ça, c'est les grandes lignes d'Hugonis. Et je sais qu'il sourira en regardant ça. Et puis après, Terence, je le connais pas du tout, Terence, parce qu'on n'est pas du tout du même coin, mais je le vois jouer en tournoi et tout. Ça a l'air d'être un sacré joueur, donc qui a envie de lever les foules aussi. Donc je pense qu'il y a des bonnes choses à apporter. Et puis Nico Mahut, tiens, Nico Mahut, grand sérieux en dehors du terrain, très pro, très carré. Je pense que Nico, vraiment, s'il y a un t-shirt qui n'est pas plié dans son sac, ça le fait. Il n'est pas bien, il est pas bien. Donc, Je me sens mal. Non, mais tu vois, il y a plein de traits différents entre par exemple, les 5 joueurs de la Team Exia. C'est assez drôle. Incroyable, c'est marrant. Meilleur souvenir ici en dehors du stade peut-être pour nous faire voyager sur la vibe australienne. Ouais, alors c'était ma première année ici en qualif. J'étais avec Antoine Hoang, on était allé boire un coup après avoir perdu en qualif et on était allé sur une péniche sur l'eau, en fait, qui est en plein centre de Melbourne. Je crois que c'est le repère de ton copain Bonaparte. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être, il doit connaître mieux que nous. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'était sympa parce que comme c'est l'été ici, c'est plein soleil, que des gens qui font un peu la fête dans la ville. Enfin, il y a vraiment un truc ici. Tous les Français le disent. C'est vraiment, il y a une vibe de dingue ici. Énorme. Objectif majeur sur cette saison 2024 ? Ouais, objectif, revenir dans le top 50 et j'aimerais bien battre mon meilleur classement qui était 48. Ouais, je me sens capable, si physiquement ça va, de m'approcher du top 40, 30. Ouais. L'amorti, tu continues de la bosser comme jamais ou t'en es où de ce point de vue-là ? Non, l'amorti, je la bosse pas, je suis né avec. Énorme. Et du coup, tu bosses quoi, principalement ? Je bosse les trucs où je suis moins bon, ouais, un peu la volée, puis surtout physiquement rester fit et pas se blesser. Voilà, c'est ce que je bosse. Et la magie, tu la bosses ? La magie, ouais. Il y a un nouveau joueur de tennis français qui est à fond dedans depuis 2 ans, qui s'appelle Gaël Monfils. Et il vous réserve quelques trucs sympas, la Monf. Et donc là, le soir, on se voit ensemble à Melbourne et on se fait des petites sessions magie. Donc il m'a un peu remis dedans parce qu'il a progressé très vite. Et puis on apprend un peu l'un de l'autre, quoi. Lui, il connaît des trucs que je connais pas. Donc franchement, sympa. Il paraît que si tu pratiques pas la magie au moins un peu tous les jours, tu régresses, c'est vrai ? Ah non, alors pour le coup, non, je pense pas du tout. C'est un peu comme le vélo, les moves que tu apprends, tu les gardes. Après, ce que tu peux perdre un peu, c'est la tchatch. La confiance en soi, c'est hyper important pour détourner l'attention. Donc la Monf, je vous laisse imaginer un peu à quel point il va être solide. Et tu sens que ça peut t'aider ? Tu dis la tchatch, la confiance, tu sens que ça peut se répercuter sur le terrain ou j'en sais rien, dans ta gestion des émotions ? La gestion des émotions, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé sur l'analyse de l'adversaire. Parce que je fais un petit peu de mentalisme dans la magie. Et du coup, arriver un petit peu plus à lire l'adversaire, savoir comment il est, à quoi il pense, où est-ce qu'il va servir des fois. J'essaie de me créer des algorithmes, de me dire, ah bah écoute, il a été 2 fois au Tela, donc là, il va penser ça, machin. Je trouve que ça m'a un peu aidé, mais c'est toujours un plus. Tu peux me faire un petit truc de mentalisme ou pas du tout ? Non, pas là. Merci Constant, j'apprécie. Beau cadeau. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée sur laquelle on pourrait terminer peut-être ? Non, bah tennis légende, forcément. Hein,
Moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire des trickshots depuis tout petit. Donc c'est cool de voir, de voir une diversité comme ça sur la page qui est un peu de tout, quoi. Donc petit clin d'œil, continue de faire ce que tu fais, c'est vraiment plaisant. Merci mec, c'est adorable. Premier tour là, tu joues qui? Davidovich Fokina. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, j'ai joué contre lui à Doha l'année dernière. Je m'étais pris 2 petits sets. Mais écoute, c'est un joueur un peu fougueux. Donc je vais essayer Ouais, il y aura un gros combat physique, je pense. Donc si je suis bien physiquement, il y aura des échanges. Donc il va falloir être fort. Et puis forcément, je suis pas du tout favori. Mais je vais essayer de l'emmerder. Comment tu gères la tension avant un premier tour de Grand Chelem? Bah franchement ça va, je me mets moins de pression qu'avant parce que forcément j'en ai fait quelques-uns donc puis là voilà, jouer une tête de série comme ça, j'ai pas forcément de pression, j'ai juste envie de kiffer. Bon bah écoute, Bamos, hein, on y va. Hein. Tu sais pas encore, tu sais quel jour, quel cours? Lundi et le cours je sais pas encore. Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais? Bah peut-être un autre cours que les annexes, je sais que j'aurais pas un gros cours du fait de son statut qui est peut-être 23 je crois, mais peut-être un cours 3, un cours Kia Arena ou un truc comme ça peut être cool. 1573, là, une petite arène sympa. Là. Ouais voilà, un truc comme ça, j'ai jamais joué dessus donc pourquoi pas. Dernier truc, les voyages, les hôtels, les valises, t'es pas trop lassé de tout ça? Si, c'est un peu chiant, les voyages ça pompe du jus. Mais ça fait partie du truc, donc maintenant j'essaie de voyager dans des meilleures conditions, même si ça coûte un peu plus cher, parce que bon, on en fait beaucoup et puis physiquement ça peut laisser des traces. Ouais. Donc ouais, chiant les valises, machin, mais bon, au final on s'y fait, c'est comme ça. Ça fait partie du job quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, bon tournoi mec. Merci mec. Vamos. Vamos. À la prochaine. Ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.